Continue. Place au grand débat. On va justement poursuivre nos échanges sur le contexte sanitaire qui va peut-être un peu gâcher nos vacances et notre rentrée. Le rebond épidémique est très clair, pas de doute. Le variant Delta fait remonter les courbes. Le gouvernement est en train de préparer les esprits à une nouvelle vague, peut-être à de nouvelles restrictions et peut-être à une obligation vaccinale, du moins pour les soignants. Alors puisque c'était le sujet aujourd'hui entre Jean Castex et les élus locaux, on va voir ce que donnait cette rencontre. Avant d'en parler avec nos invités, c'est un sujet signé Jérôme Rabier. Le gouvernement veut du consensus sur la vaccination obligatoire des soignants et il est en passe de l'obtenir. Les principaux groupes parlementaires à l'Assemblée comme au Sénat y sont favorables. Les professionnels de santé reçus hier soir au ministère ont aussi livré un message clair. Toutes les fédérations et les ordres qui étaient là ont signé cette déclaration. Oui, nous sommes tous d'accord pour la rendre obligatoire. Aujourd'hui, le gouvernement continue d'inciter à la vaccination avant sans doute une phase plus contraignante. En déplacement dans un centre de vaccination, Olivier Véran martèle que c'est le seul et unique remède aux restrictions. Le vaccin, il les protège à 95% des formes graves. Par contre, il les protège à 100% du confinement. C'est-à-dire que si tout le monde est vacciné, on n'aura plus à se poser la question de savoir si nos restaurants, nos bars, nos commerces, les universités peuvent rester ouvertes dans la durée. Dernière étape de consultation, une visioconférence de Jean Castex avec les associations d'élus qui soutiennent la vaccination obligatoire des soignants. Et pour certains, il faut aller plus loin. C'est vaccination pour tous. Voilà, c'est toutes et tous. Et sans rechercher forcément une catégorie plutôt qu'une autre prioritaire, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Faut arrêter de bricoler, quoi. Faut que tout le monde puisse effectivement se faire vacciner. C'est désormais à l'exécutif de trancher. Un conseil de défense se tiendra lundi matin à l'Elysée, avant une prise de parole d'Emmanuel Macron d'ici au 14 juillet. Et avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, André Grimaldi, bienvenue. Vous êtes professeur émérite de diabétologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et vous êtes auteur de ce livre Santé Urgence. Frédéric Bizard face à vous, bienvenue. Vous êtes économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé. Vous êtes président d'Institut Santé et auteur de Et alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ? Pour l'interrogation. Et je crois qu'en octobre prochain, vous publierez un autre livre intitulé Santé, la seule réforme possible. Antoine Perrin, bienvenue, directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne. Et puis Paul Cassia est également avec nous à distance. Bienvenue. Vous êtes professeur de droit public à l'université Panthéon-Sorbonne. Il y a globalement un consensus politique sur le fait de rendre la vaccination contre le Covid obligatoire pour les soignants. Moi, j'aimerais savoir si ce consensus est aussi parmi vous ce soir. Paul Cassia, obliger les soignants à se faire vacciner contre le Covid, pas de problème ? Écoutez, je ne sais pas si c'est opportun de catégoriser comme ça une partie de la population. Moi, je ne sais pas pourquoi on vise les soignants. Il faut rappeler qu'il y a un an, les soignants étaient habillés à 20 heures. Ils étaient considérés comme nos sauveurs en première ligne. Et désormais, il y a une focalisation sur cette catégorie des soignants qui doivent à tout train se faire contre une vaccination obligatoire. Mais je ne comprends pas pourquoi cette catégorie-ci de Français soignants est visée. Les soignants ne sont pas plus en contact avec la population que par exemple des enseignants, que par exemple des commerçants, que par exemple un patron de café. Alors pourquoi viser les soignants qui, disons par construction, se protègent et ont l'habitude de protéger leurs patients? Il y a ici une question qui se pose au regard du principe d'égalité de traitement. Alors c'est intéressant parce que vous nous dites un peu ce que nous dit aussi l'Association des maires ruraux de France, Michel Fournier, qui dit on cible plus particulièrement les soignants, mais pourquoi ne pas cibler les gens qui reçoivent du public, les gens qui se retrouvent dans des situations d'accueil, professeur Grimaldi? Non, il y a une particularité des soignants, c'est que vous confiez votre santé à des personnels. Ça, c'est pas, il n'y a aucun autre service public. Quand je vais chez un grand commerçant, je souhaite être en sécurité, mais je ne confie pas ma santé. Donc il y a un problème de confiance. Et la première règle éthique pour tous les soignants et pour toutes les personnes qui ont en charge des personnes vulnérables, c'est de ne pas nuire. Comment un soignant peut penser qu'il a transmis une maladie, pas seulement le Covid, une infection nosocomiale? C'est un drame professionnel. Donc ça fait partie d'une éthique professionnelle. Il y a d'autres vaccinations qui sont obligatoires pour les soignants et que pour les soignants. Donc évidemment, c'est autre chose de dire on veut éviter la 4e vague, ça ne concerne pas que les soignants. Ça, évidemment. Mais les soignants, au début, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils se sont plaints de ne pas avoir de mesures barrières, pas avoir les masques. Et on les a applaudis.
parce qu'ils n'étaient pas comme les autres. D'ailleurs, je rappelle que pour ce qui est des médecins, c'est une profession assermentée. J'ai une personne vulnérable en face de moi, je ne le traite pas comme un client, je le traite comme un patient. Et on pourrait dire comme si c'était quelqu'un de ma famille. Et je pense que la population souhaite dire si je vais à l'hôpital, j'y attraperai pas le Covid. Alors, la vaccination n'est pas une garantie à 100%. Il faut prendre toutes les mesures. Mais la principale mesure barrière qu'on a, c'est la vaccination. Alors, utilisons-la. Frédéric Bizard, cette vaccination obligatoire qui se profile très clairement quand même, si on écoute un peu les discours politiques et ce consensus politique des élus, de tout le monde, on va vers une vaccination obligatoire des soignants. Ça vous pose question? Vous dites oui pour les soignants, non pour les autres, ou oui pour tout le monde, ou non pour personne? Écoutez, sur le plan du principe, moi je suis fermement opposé à une obligation vaccinale, pour les soignants comme pour la population. D'accord. Vous savez qu'on est le seul pays au monde à mettre en place cette obligation vaccinale. Il n'y a aucun autre pays au monde qui met en place cette obligation vaccinale. Quand vous dites qu'il y a un consensus politique, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est un consensus politique qui représente un échec collectif, qui est un échec de santé publique. C'est-à-dire que la France, son bon système hospitalo-centré sur le soin, n'a jamais construit un système de santé publique efficace. La santé publique, c'est pas quelque chose de répressif. Mais la France, que ça soit pour les cigarettes, que ça soit pour l'obligation vaccinale, c'est de la répression. On met les cigarettes le plus cher possible, ce qui est nécessaire mais pas suffisant, pour que, on sait bien que c'est une classe sociale plutôt défavorisée, ils n'arrivent plus à acheter des cigarettes, c'est les gilets jaunes, et puis maintenant on voit que les gens refument parce que, évidemment, c'est pas simplement une affaire de répression. Donc cette vision répressive de la santé publique ne peut conduire qu'à un échec. La question de fond, c'est, maintenant qu'on a cet échec-là, qu'on avait déjà constaté avant, moi j'avais participé à un groupe de travail mis en place par le ministre, d'ailleurs avec M. Fischer qui le menait, sur l'obligation vaccinale des 11, quand on est passé de 3 à 11 vaccins. Et en fait, j'ai suggéré qu'il était probablement nécessaire de mettre en place cette obligation vaccinale, mais qu'il fallait déjà penser à la sortie de cette obligation. C'est-à-dire à convaincre les individus, qu'ils soient soignants ou non soignants, qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Mais c'est comme ça dans tous les pays, madame. C'est pas, il faut quand même avoir conscience que... Mais en fait, vous voyez que cette... Et là, il y a une question culturelle, il y a une question politique. Il faut mettre en place un système de santé publique, pas simplement un système de soins. D'accord. Alors, c'est intéressant, ce que vous dites fait beaucoup réagir. Antoine Perrin. Oui, j'étais hier avec le ministre et je peux vous dire que le débat que nous avons eu, il y avait tous les ordres professionnels et toutes les fédérations et nous avons tenu à ramener le débat sur des choses très objectives. Objectivement, le Covid, c'est grave. On en est à plus de 111 000 morts. Objectivement, les formes graves, ce sont les personnes fragiles, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes ayant des comorbidités, les personnes ayant des handicaps. A priori vaccinées. Dites-moi si je me trompe, mais en très grande majorité. Eh bien, pas toujours. Il y a au minimum 20% de personnes âgées à domicile qui ne sont pas vaccinées. Et donc, les formes graves qui arrivent sont majoritairement chez eux. Ces personnes fragiles, où se trouvent-elles majoritairement? Elles se retrouvent à l'hôpital, ou en établissement, ou dans des services, mais accompagnés par des professionnels. Et dans la déclaration que nous avons signée hier, nous avons tenu à ne pas stigmatiser les soignants. Et nous avons tenu à ce que, d'abord, ce soit par la conviction qu'on y arrive, et il y a encore du travail à faire, conviction pour amener les personnes fragiles qui ne sont pas vaccinées à le devenir, conviction pour amener les professionnels globalement de la santé, du soin et de l'accompagnement et les aidants à se faire vacciner. Et si on n'y arrive pas suffisamment, alors là, oui, obligation vaccinale, mais pas stigmatisant les soignants pour tous les professionnels qui sont au contact direct de ces personnes fragiles qui feront les formes graves et qui pourront en mourir. Et je ne suis pas forcément de votre avis sur le fait qu'on est le seul pays à demander l'obligation. En Italie, un professionnel qui refuse de se faire vacciner, il est mis à pied. Au Québec, un professionnel... Il y a des recours juridiques d'ailleurs, on en parlait cette semaine. Moment, mais n'empêche que la réalité c'est ça. Au Québec, un professionnel qui refuse de se faire vacciner doit se faire 3 PCR par semaine. Donc cette obligation, on y vient... Ce sont des exceptions. Oui, mais ça veut voir que la majorité, c'est quand même... Mais n'empêche qu'on monte, ça monte. Et je ne serais pas étonné que d'autres pays nous suivent. Et cette obligation vaccinale, comme vous l'avez dit, M. Grimaldi, il y a des précédents. Des précédents avec... Il y a 5 vaccins pour le moment obligatoires pour les soignants. Ça ne pose aucun problème. Professeur Grimaldi, ensuite Paul Cassia. Je ne vous oublie pas, Paul. Oui, la santé publique s'occupe des populations. Ce que pensent les soignants, ils s'occupent d'une personne.
Et cette personne, elle doit être en confiance, se dire les infections nosocomiales, ça ne concerne pas que le Covid, c'est un grand problème en France. C'est pas éthique, tout simplement, pour un professionnel de vouloir faire des soins d'une plaie, par exemple, sans mettre des gants. Ce que j'ai connu. Donc il y a un rappel à l'ordre. Et autrement, si on ne veut pas ça, il y aura de la judicialisation. Les patients ou les familles vont porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc c'est pas un problème, et vous avez raison. Il ne faut pas montrer du doigt, il n'y a pas des bons et des mauvais. Il s'agit de convaincre. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs sont hésitants, disent mais si c'est obligatoire, je le ferai. C'est vrai. Donc à un moment donné, oui, la liberté, elle n'est pas la liberté de chacun. Il y a aussi la liberté collective qui passe avant la liberté de chacun. Moi, si je suis malade, et comme vous dites très bien, il n'y a pas que les gens âgés. Il y a les obèses, il y a les diabétiques, 4 millions, il y a 200 000 immunodéprimés. Le vaccin, c'est pas 100%. D'abord, ils ne sont pas tous vaccinés, mais le vaccin n'est pas 100%. Donc, mettons toutes les mesures ensemble. Enfin, on fait société. On n'est pas seulement une somme d'individus. On est une collectivité. Les 11 vaccins obligatoires, ça a permis qu'il y ait moins d'encéphalite de la rougeole. Il y a chaque année, alors on a un gros problème en France. Là, vous avez raison, la santé publique a un défaut en France historique. Chaque année, il y a dans les EHPAD des gens qui meurent de la grippe alors que le personnel n'y est pas vacciné. Et on n'a pas obligé. Donc je pense qu'il y aura d'ailleurs l'inverse, non pas transitoire, mais à l'avenir, face aux crises à venir, des obligations vaccinales pour les soignants. Ça fait partie des précautions qu'on doit prendre. Il n'y a pas besoin, c'est pas un mérite, c'est pas une punition. Je ne suis pas fier d'être vacciné. Enfin, ça fait partie de la vie en communauté. Mais c'est quand même un peu surprenant, Paul Cassia, venant d'un pays des libertés comme la France, de faire partie des exceptions dans le monde qui vont probablement rendre la vaccination obligatoire. Oui, c'est qu'il faut concilier effectivement la liberté, le consentement aux soins avec les impératifs de santé publique. Donc, il est tout à fait possible d'imposer une obligation vaccinale soit à toute la population, soit à une partie de celle-ci. Sur le plan des principes, il n'y a aucune difficulté. Sauf que, s'agissant des vaccins permettant de lutter contre le Covid-19, il y a une particularité par rapport aux 11 vaccins obligatoires pour toute la population et par rapport à ceux spécifiquement obligatoires pour les soignants. C'est que, sauf erreur de ma part, ces vaccins sont en phase expérimentale. Ils n'ont pas encore une absence d'effets secondaires qui soit éprouvée à l'instar des vaccins aujourd'hui obligatoires. Donc, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui pourrait faire douter de la légalité d'une vaccination obligatoire. Mais ce doute peut aussitôt être levé puisque, en réalité, ce débat il a déjà eu lieu. Il a eu lieu, personne ne s'en souvient, mais en décembre passé, au moment de l'adoption par le Conseil des ministres d'un projet de loi qui pérennisait l'état d'urgence sanitaire. On l'a oublié, mais dans ce texte, il y avait un article qui permettait au Premier ministre de rendre la vaccination obligatoire. Et aussitôt, il y a eu un tollé. Tout à l'heure a été évoqué le consensus actuel. Mais il y a 6 mois, c'était un consensus exactement inverse. Il y a eu un tollé en défaveur de la vaccination obligatoire qui a conduit au gel du projet de loi dans les 48 heures. Ce projet de loi n'a même pas été discuté à l'Assemblée nationale. Donc, sur le terrain des principes, encore une fois, il n'y a pas d'obstacle à une vaccination générale ou ciblée, mais s'agissant du Covid-19, il ne faut pas le confondre complètement avec les vaccins actuels, puisque ces vaccins ne sont pas encore, sont encore en période d'essai. C'est ce qui fait leur spécificité. Je vous laisse répondre, professeur Grimaldi, on avance juste après. Oui, de remarques. Moi également, au début, je n'étais pas pour la vaccination obligatoire. On a dit aux soignants, effectivement, si vous êtes asymptomatique, vous mettez le masque, vous venez quand même travailler. Il y a une perte de confiance vis-à-vis des autorités et même des autorités sanitaires. Donc, mais maintenant, on a un recul. Il y a eu 3 milliards de doses utilisées dans le monde. Pour vous, il est suffisant, le recul ? Oui, il est suffisant. Il est absolument suffisant. Alors, l'autre chose sur la santé publique, c'est que les Anglais ont une culture de santé publique. Ils sont massivement vaccinés. Pour le papillomavirus, il y a 80% des adolescents en Angleterre qui sont vaccinés. En France, c'est 20%. C'est 6 000 cancers par an. Donc, 3 000 cancers du col de l'utérus. Donc, on a, un problème qui est, nous avons une défiance vis-à-vis de la prévention, de la santé publique et de la vaccination. Alors, il n'y a pas que la vaccination obligatoire qui soit sur la table. L'autre petite musique qui monte, c'est le retour des restrictions, c'est l'élargissement du pass sanitaire à des lieux de vie comme les restaurants. C'est aussi le déremboursement des tests PCR dits de confort. C'est même des contraintes à l'isolement plus sévères. Bref, lundi prochain, du Conseil de défense, il pourrait sortir des mesures assez peu réjouissantes pour les Français, disons-le. Pour l'ancien
ministre Stéphane Le Foll, il ne faut pas en arriver là. Écoutez, il était l'invité de la matinale de Public Sénat ce matin. Si l'objectif pour se protéger, c'est la vaccination qui doit être la priorité. Après, si on commence à intégrer tout un tas de contraintes, supplémentaires, avec des passes sanitaires obligatoires pour telle et telle activité, on va se compliquer la vie. Là, il faut se focaliser, à mon sens, sur les respects des gestes barrières dans tous les lieux clos qui peuvent avoir des conséquences en termes de circulation, sur le fait qu'on impose l'aération maximum dans tous les lieux évidemment clos, ça c'est un point qui doit être aussi rappelé, et puis qu'on avance rapidement sur la vaccination. Frédéric Bizard. Alors, juste d'abord, moi je me suis interrogé, j'ai essayé de comprendre pourquoi les gens ne se vaccinaient pas assez, en particulier les soignants, parce que je fais partie de ceux qui sont farouchement pour la vaccination et qui ne comprennent pas très bien comment les gens refusent de se vacciner. Bon, mais on se moque de ce que je pense ou ce qu'on pense ici. C'est un principe de réalité. On a en France 40% de la population qui est extrêmement méfiant vis-à-vis de la vaccination. Et on a à peu près 50% des aides-soignantes, 30 à 40% des infirmières et 20% des médecins qui le sont. Bon. Moi, j'ai trouvé deux raisons. La première, c'est que vous avez d'abord... les professionnels de santé sont au contact des patients, en particulier des patients qui ont les effets secondaires. Donc, ils vivent beaucoup plus intensément ces effets secondaires que sur des personnes bien portantes que les autres. Bon, donc, ils n'ont pas la même perception du rapport bénéfice-risque. La deuxième chose, je crois que ça avait été dit dans votre émission avant, en passant, c'est la notion de défiance vis-à-vis des institutions publiques. Vous voyez, on est dans un système qui avec une telle crise sociale... dont on pourrait essayer de résoudre, qu'en fait, tout ce qui vient des pouvoirs publics, tout ce qui vient d'en haut est vécu avec beaucoup de défiance. Rien n'est plus entendu. Le message ne passe plus. Autre point, je suis d'accord avec monsieur Le Foll. Il faut peut-être se poser la question aussi de pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à accélérer. On n'a jamais été au-dessus à peu près de 600 000 vaccinés par jour. Je pense qu'il y a quand même eu des erreurs qui peuvent être corrigées. Je pense que les professionnels de santé qui n'ont pas été la première cible dans la vaccination. Moi, j'avais recommandé il y a 6 mois, ça me semblait évident, il fallait que ça soit. On a préféré que ce soit les EHPAD. Bon, moi, je pense que les professionnels de santé devaient être la première cible. Je pense qu'il faut... Si vous faites vacciner uniquement par les professionnels de santé de ville, plus les hôpitaux pour les patients qui sont dans les hôpitaux, vous faites sans problème 2 millions de patients par jour. Il y a 55 000 médecins généralistes, il y a 40 000 pharmaciens, vous avez 115 000 infirmières. Vous demandez à tous les hôpitaux qui reçoivent des patients... Vous savez, dernier point, les hôpitaux, quand il y a des insuffisants rénaux qui vont dans un hôpital, ils y vont deux fois par semaine, vous savez qu'on ne les vaccine pas dans l'hôpital où ils vont? On ne leur propose pas la vaccination dans l'hôpital où ils vont? Parce qu'on leur dit, vous allez dans le centre de vaccination qui est là-bas. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas une organisation à revoir. Parce que c'est cette verticalité, cette centralité de l'État en France qui fait. Et c'est pas une question de pas lié au pouvoir. Je pense que tout autre pouvoir en place aurait fait la même chose. Mais voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie du sujet. Antoine Perrin. Oui, je pense que la défiance, elle s'explique aussi parce que nous sommes le pays du sang contaminé, nous sommes le pays de l'encéphalie spongiforme bovine, nous sommes le pays du Mediator, nous sommes le pays de tout ce débat qui a eu lieu sur l'hépatite B, sur la sclérose en plaques, avant qu'il soit prouvé que ce ne soit pas le cas. Et il y a une crainte par rapport à la pharmacopée, par rapport à tout ce qui peut être apporté de l'extérieur. Et je pense qu'il faut convaincre. Les vaccins, je suis un peu dans la contradiction avec ce que notre juriste a dit. Les vaccins ARN messagers, ça fait 20 ans qu'ils sont éprouvés en cancérologie, on les connaît. Les autres techniques de vaccination, ça fait des dizaines d'années. Donc le recul, on est là. Et là, on sait que nos vaccins actuels, même AstraZeneca, les complications graves, c'est 0,004%. Très bien pour la vaccination, Antoine Perrin, mais quand bien même tous ces gens iraient se faire vacciner demain, il y en a à peu près pour 1 mois et demi, puisqu'on compte première injection, 15 jours, non, même 3 semaines, 4 semaines, deuxième injection, plus 15 jours. Le gouvernement, là, doit-il prendre d'autres mesures, des restrictions supérieures, un pass sanitaire élargi? Est-ce que là, dans l'urgence, en attendant que tout le monde se fasse vacciner, il faut aller beaucoup plus loin? De façon très objective, là où il y a un risque, oui. Là où il y a un risque et là où le risque est mesuré, oui. Par exemple, permettre les regroupements
sous condition d'un pass sanitaire parce qu'on sait que dans le regroupement, il peut y avoir transmission, et même avec le masque, le risque de transmission par le variant Delta est majeur. Moi, je ne suis pas choqué qu'on demande un pass sanitaire pour les regroupements. Donc les boîtes de nuit qui rouvrent demain, vu que c'est avec pass sanitaire, ça va, on laisse. Moi, je trouve que c'est une précaution qui est nécessaire et responsabilisante. Il faut être objectif sur les faits, sur les dangers et sur les responsabilités qu'on demande. Par contre, rendre payant des tests PCR pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner et qui veulent se faire surveiller par test PCR, moi je trouve ça normal. C'est oui aussi. Ah, ça, je trouve pas ça choquant du tout. Professeur Grimaldi ? Oui, je suis assez d'accord, mais je ne peux pas vous laisser dire que les soignants voient les effets secondaires des vaccins. Mais il n'y en a pas. Ils voient les effets du Covid. C'est ça qu'ils ont vu tous. Ils n'ont pas vu les effets secondaires des vaccins. Donc, par contre, les autres raisons, bien sûr. Il n'y a pas eu de thrombose ? Big Pharma. Non, les soignants n'ont pas vu de thrombose. À la psychiatrie, ils n'ont pas vu de thrombose. Non, les soignants n'ont pas vu de thrombose. Ils l'ont vu dans les journaux. Ils n'ont pas vécu. Par contre, ils ont vécu, je peux vous dire, à la Salpêtrière, je peux vous dire qu'ils ont vécu le Covid, intensément. Et certains l'ont attrapé. Il y a eu 30 000 cas d'infection nosocomiale au Covid depuis le début de la pandémie. Et il y a eu 26 000 soignants qui ont attrapé le Covid dans leurs hôpitaux. Donc ça, ils l'ont vu. Ils l'ont vu leurs collègues. Alors, comme vous le dites, Big Pharma crée traumatisme, y compris le fait que ce n'est pas un bien public mondial. Et on dit, ils font de l'argent, etc. L'affaire du Mediator, évidemment, et c'est important qu'Irène Frachon ait appelé à se faire vacciner. Il y a aussi le discours que disait le juriste, de l'hôpital, c'est une entreprise comme une autre. Alors ça rentre dans les têtes. Mais non, l'hôpital, c'est pas une entreprise comme une autre. Je me rappelle d'une banderole syndicale où il y avait l'hôpital est à nous. L'hôpital n'est pas aux soignants, l'hôpital il est aux malades. Notre but, moi tout professionnel dans sa vie se dit, est-ce que j'ai pas fait une erreur ? Bon. Et vous pouvez accepter de transmettre le Covid à quelqu'un ? Donc, alors après, il y a l'individuation de notre société. Il y a ma liberté passe avant tout le reste. Et ça, c'est pas seulement les soignants, c'est dans l'ensemble de notre société. C'est un vrai problème avec les crises qui arrivent, parce qu'il n'y a pas cette crise sanitaire, on annonce d'autres. Et je crois qu'effectivement, si on peut pas faire l'obligation vaccinale pour toute la population, utiliser le pass sanitaire, vous avez un choix individuel, mais vous ne pouvez pas le faire payer par les autres. Vous allez au cinéma, vous avez un pass sanitaire. Mais par contre, il ne faut pas rendre la vie quotidienne impossible pour aller au bar ou au restaurant ou au coiffeur. Mais dans les lieux à risque, oui, il faut un pass sanitaire. Un pass sanitaire qui pose encore des questions, pardonnez-moi, de liberté individuelle, de liberté publique. On a eu plein de débats, Paul Cassia, sur le sujet. Au départ, et ça a été le cas, c'était seulement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Aujourd'hui, il va finir par se poser pour juste le restaurant. Alors, effectivement, c'est la technique classique du grignotage qui peut être justifiée. Je ne conteste pas les éventuels bénéfices d'un pass sanitaire et je suis pour les vaccinations dans le principe. Mais on avait commencé à dire que le pass sanitaire concernerait les rassemblements de plus de 1000 personnes. Il s'avère aujourd'hui qu'ils seront applicables, ces pass sanitaires, à des discothèques, quel que soit le nombre de personnes qui y seront rassemblées. Je n'y suis pas en soi opposé, mais là, on va de plus en plus loin dans le grignotage des libertés au nom de la protection de la santé publique. Si ça peut satisfaire l'objectif de protection de la santé publique, pourquoi pas ? Là encore, ce n'est pas tellement la question. Je voudrais simplement répondre à celle que vous avez posée de question, Rebecca. Il tient à savoir si la vaccination obligatoire justifierait que soient imposées des restrictions supplémentaires. Et là, je voudrais dire qu'il faut partir de faits objectifs. On ne peut pas répondre dans l'absolu à cette question. Il faudra examiner, comme ça a été dit il y a un instant, des situations au cas par cas, y compris au plan local. Quel est le taux de positivité des tests dans telle région, quel est le taux de létalité dans telle région. Donc il faudra avoir un point de vue très fin de la question. On ne va pas pouvoir recommencer à faire comme on l'a fait l'année dernière, c'est-à-dire des confinements, des couvre-feux nationaux. Il faudra faire une gestion fine et ça pourrait être la contrepartie d'une généralisation de la vaccination. Mais avoir la vaccination obligatoire plus les contraintes qu'on a connues, ça me semblerait tout à fait disproportionné. Et je vous donne la parole dans un instant, Frédéric Bizard, mais je voudrais qu'on regarde un autre exemple européen, qu'on regarde du côté du Royaume-Uni. Il y a une stratégie qui est un petit peu nouvelle et peut-être intéressante, vous allez me dire ce que vous en pensez. Boris Johnson a décidé de ne rien changer à son programme de déconfinement. Il annonce même un jour de la liberté pour le 19 juillet. Ça veut dire que dans 11 jours, c'est la fin du masque en intérieur et la fin des restrictions. Et c'est une stratégie qu'il assume et qu'il explique. Écoutez.
Nous essayons de passer d'un système de règles gouvernementales très élaboré à un système dans lequel nous comptons sur les gens pour qu'ils exercent leurs responsabilités personnelles et suivent les conseils, conscients que, comme je l'ai dit, cette pandémie est loin d'être terminée. Compter sur les gens, Frédéric Bizard, c'est ce que vous souhaiteriez ? Oui, mais c'est pas le même contexte. Il y a le taux de vaccination est beaucoup plus élevé. Avec une dose et avec l'AstraZeneca. Il y a le contexte culturel. Mais ce qui est intéressant dans l'approche anglaise, c'est qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie qui aide véritablement, après avoir vacciné, ils sont à 65%, 70% sur la première dose au moins. Maintenant, voilà, on considère que les non-vaccinés n'ont pas à empêcher les vaccinés véritablement de pouvoir vivre normalement. Et tant pis s'il y a quelques dégâts collatéraux. L'idée, c'est un peu de pourrir la vie des non-vaccinés. C'est compter sur une pression de sorte pour que les non-vaccinés se fassent vacciner. Bon, c'est une stratégie. La stratégie, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il faut des mesures ciblées, ça a été très bien dit avant. D'abord pour des questions d'acceptabilité par la population. Je pense qu'aujourd'hui, si on commençait à confiner un peu plus dur, je ne pense pas que la population l'accepterait. Le seul problème, c'est qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure, cette centralité, cette verticalité de l'État, c'est qu'on n'a pas la gouvernance pour faire ça. Parce que pour avoir des mesures ciblées localement et autres, il faut avoir une politique très décentralisée, il faut avoir une gouvernance très décentralisée, être capable de remonter les données en temps réel de chaque territoire de santé, etc. Ce qu'on est absolument incapable de faire. Les ARS ne peuvent pas le faire. Non, mais les ARS n'ont pas les outils pour le faire. Les ARS ont été créés là pour s'occuper des réseaux de professionnels de santé, absolument pas pour gérer. Et on n'a à peu près rien changé aux ARS aujourd'hui. On n'a pas créé de cellules de crise, on leur a pas donné au sein des ARS. Il y a une réforme en cours qui est en discussion au Sénat, notamment sur les ARS. Enfin, on verra. Mais... Je vous le dis juste pour info. Ça peut changer. Non, enfin, on les renforce dans les départements, ce qui... Bon, c'est pas le sujet. Antoine Perrin. Oui, Boris Johnson a prononcé le mot responsabilité. En responsabilité. Et si par la responsabilité, on arrive à avancer, et je pense qu'il y a encore des marges, on peut le faire, la vaccination obligatoire ne sera pas nécessaire. Et donc, on a encore un peu de temps. Mais par contre, cette responsabilité, il faut que les citoyens l'exercent et il faut que par la conviction, et tous les citoyens à risque ou à risque de transmettre, donc tous ceux qui sont autour, pas simplement les soignants encore une fois, des personnes les plus fragiles, malades ou en perte d'autonomie, les aidants, en responsabilité, est-ce que c'est normal qu'une personne puisse rendre visite à quelqu'un à l'hôpital sans passe sanitaire ? Je poserai la question. Elle pourrait contaminer, et la contamination ne vient pas que des soignants. Et donc il y a vraiment un travail de conviction très important à faire, et je pense qu'il faut le continuer. Alors, sur cette stratégie de Boris Johnson, il y a un journaliste politique que vous connaissez peut-être, Renaud Pilat, de LCI, et il a fait une analyse assez intéressante avec ces mots à lui sur Twitter. Je le cite et je vous fais réagir, professeur Grimaldi. Boris Johnson opte pour la stratégie non vacciné, démerdez-vous. Malgré la flambée épidémique, il va lever toutes les restrictions et compte sur une forme de pression sociale pour que chaque Britannique aille se faire vacciner. C'est exactement ça ? Oui, mais il faut mettre ça dans le contexte, c'est ce qu'a dit Frédéric Bizard. C'est-à-dire que les Anglais sont beaucoup plus vaccinés. Ils ont pris une stratégie avec une seule dose, avec l'idée que si on vaccine toute la population avec une dose, on a un effet cumulatif qui est plus important que vacciner peu avec les deux doses. Mais finalement, c'était gagner du temps. C'était gagner du temps, c'est un pari risqué. Oui. Et je pense qu'en France, on a bien fait de ne pas le faire. Oui. Parce que là, on aurait eu beaucoup moins de vaccinés et partiellement vaccinés seulement. Donc, après, on dit il y a une pression fantastique, je vous disais tout à l'heure, pour d'autres vaccins. Il y a une tradition de la vaccination en Angleterre qu'il n'y a pas en France, de manière injustifiée. Alors, il y a eu une des raisons qui est effectivement, si on veut faire une politique décentralisée, adaptée au terrain, ça suppose une décentralisation du système de santé et un véritable système de santé publique qu'on n'a pas vraiment. C'est-à-dire la santé des populations. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs, y compris le président a nommé un conseil scientifique, alors qu'on a un haut comité de la santé publique dont c'était la mission officielle. Donc on est dans une adaptation à la crise. Alors maintenant, le virus, il faut comprendre aussi pourquoi les normes changent. Les normes changent parce que le virus change. Et le plus contagieux, à chaque fois, prend le dessus. Donc, quand on était à ce qu'on appelle un R0 de 3, on est à un R0 de 6, c'est-à-dire qu'on contamine beaucoup plus, et du coup, on est obligé de dire, pour obtenir l'immunité collective, il faut monter la barre. Pour assurer le pass dans une activité commune, la jauge sera plus serrée. Donc, alors, peut-être qu'un jour, on aura un vaccin, un virus très contagieux et assez bénin. Bon, si tout le monde fait un gros rhume, il sera urgent de ne pas vacciner. Pour le moment, c'est pas le cas. On a vu ce qui se passe en Inde. Alors, on a un débat un peu de pays riches. Si vous étiez en Tunisie, les vidéos que je reçois de mes collègues, on trouverait notre débat un peu surréaliste. Le vaccin, ils attendent que ça. Ils attendent que ça.
Bon, alors en même temps, le grand paradoxe, parce qu'ils ne respectent pas non plus les mesures barrières. Bon. Mais en même temps, les services de réanimation sont totalement débordés. Il nous reste moins d'1 minute peut-être pour conclure, Paul Cassia, et s'il vous reste une seconde, Frédéric Bizat. Moi, le tweet que vous avez cité parle de flambée épidémique. Moi, je crois qu'il faut raison garder. Je parle sous le contrôle de vos invités. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, mais je ne crois pas qu'on en soit là. Donc, il faut raison garder. Moi, je suis plutôt pour l'incitation que l'obligation. Je rappelle qu'il y a quelques semaines seulement, le président de la République avait indiqué qu'il était opposé à une vaccination obligatoire pour toute la population. Alors, comment se fait-il qu'on ait à ce point-là basculé ? Et s'agissant des mesures ciblées, je pense qu'on peut faire dans la dentelle, puisqu'il y a des préfectures qui sont en charge de cela. C'est ce qui a été fait à certains moments dans la période récente. Il est tout à fait possible de, territoire par territoire, cibler des mesures spécifiques qui permettent de lutter plus efficacement contre la diffusion du virus qu'une mesure nationale qui fait de la pêche au chalut. Et ce sera la conclusion de ce débat. Merci Paul Cassia, merci beaucoup à tous d'avoir participé au grand débat d'ALPL. C'est donc la fin de cette émission. On se retrouve lundi à 18h et à 22h. Demain matin, 7h30, bonjour chez vous. Oriane Mancini recevra notamment Stanislas Guérini, délégué général de La République En Marche. Je vous souhaite une excellente soirée.